Trekkeuses, trekkers, bienvenue sur ma chaîne. Trekkeuses, trekkers, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, une vidéo qui me tenait à cœur. En effet, après les deux vidéos sur les Dolomites, je voulais absolument faire un retour d'expérience tant cette aventure a été unique. Alors, d'abord, pour situer un peu les Dolomites, pour ceux qui ne connaissent pas, donc c'est une chaîne de montagne qui se situe entre l'Autriche et l'Italie, donc tout au nord de l'Italie. C'est une belle chaîne de montagne, il y a vraiment de quoi faire. Alors c'est un trek que j'avais découvert dans ce très beau bouquin sur les treks de légende. Alors il y avait également dedans le trek du El Caminito del Rey, pardon, qui était vraiment très très sympa, donc, qui n'avait rien à voir évidemment. Et c'est là-dedans que j'ai découvert le trek des Dolomites. Alors une fois que j'étais fixé sur la destination, donc j'ai voulu un petit peu me renseigner. Alors attention, futurs randonneurs, la littérature n'est pas pléthorique. Voilà, j'ai trouvé ce petit bouquin, une espèce de topo guide entièrement en italien. Il existe aussi en anglais, mais j'ai pas trouvé grand chose d'autre. Alors j'ai acheté aussi les sortes de cartes hygiène italiennes qui sont pas mal du tout, hein, mais vraiment pas grand chose. Et même sur internet, c'était pas non plus la folie. Pourtant, c'était un sentier de randonnée très emprunté. Je ne sais pas pourquoi, c'est un grand mystère pour moi. Vous pouvez trouver tout ce que vous voulez sur le GR20, enfin bon, il y a beaucoup de choses comme ça. L'Altavia 1, c'est assez compliqué. Et même le nombre d'Altavia est pour moi un mystère. Je pense qu'il y en a 8 ou 9 d'après ce que j'ai lu. Mais autant vous pouvez trouver ces petits bouquins-là, Altavia 1, Altavia 2, assez facilement. Autant la 3, la 4, je les ai jamais trouvés. Et pour les autres, alors là, je n'ai absolument rien trouvé. C'est vraiment quelques randonneurs qui parlent d'autres Altavia. Mais à part ça, vraiment, voilà. Je trouve que la documentation n'est pas à la hauteur du site, en tout cas. Donc pour revenir aux Dolomites, donc c'est un endroit incroyable que je recommande à tous, avec quelques précautions. Déjà, vraiment travailler un peu votre itinéraire avant de partir, parce que vraiment c'est très grand. Il y a de quoi se perdre et de quoi se retrouver dans des situations plutôt scabreuses. Déjà, il y a la partie climat. Le climat, méfiez-vous. Voilà, un mois pluvieux dans les Dolomites, c'est juillet. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Alors pourquoi juillet ? Tout simplement, il y a l'air froid qui descend d'Autriche et l'air chaud et humide qui revient en été de Venise. Donc évidemment, ça crée quelques précipitations assez copieuses. Donc j'ai pu faire les frais. Donc attention, alors l'avantage c'est que c'est très très vert. Alors effectivement c'est verdoyant, c'est très beau de partout, c'est vraiment très très sympa à voir. Donc attention quand même, voilà, moi j'y suis allé le 1er août avec beaucoup d'optimisme. Je me suis dit qu'on était sorti du mois pluvieux. Bon, cette année on doit avoir quelques jours de retard. Bon, apparemment ça ne posait de problème à aucun locaux. Car tout le monde m'a dit que c'était tout à fait normal qu'ils fassent ce temps-là en juillet et août. Bon, j'étais ravi pour eux. Évidemment, tout ce qui est fabuleux comme ça, la contrepartie c'est que le topo est assez difficile. Vraiment, il y a des dénivelés assez conséquents, il y a des cols, il y a des beaux petits cols à passer. Hein, c'est pas des vacances, mais c'est très très intéressant, c'est très joli, c'est vraiment très changeant. Un coup vous êtes sur des pierriers, un coup dans des plaines verdoyantes. Alors quand je dis des plaines, c'est vite vu. Après vous êtes dans des forêts, en tout cas attention le dénivelé, voilà, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte dans votre temps de randonnée. Attention au balisage aussi. Alors le balisage, c'est quelque chose là qui m'a un peu surpris. Pareil, il n'y a pas beaucoup de commentaires à ce sujet. Moi je trouve que, alors moi qui suis habitué j'en ai pas fait 200 non plus, mais au tracé français, le balisage français pour moi est une référence. Là pour le coup, j'ai trouvé ça un petit peu léger. L'Altavia 1 est quand même un endroit fréquenté. C'est un des plus connus en Italie et le symbole de l'Altavia 1, c'est-à-dire le triangle bleu avec le chiffre 1 dedans, je l'ai vu au lac de Bré en partant, au tout début. Je l'ai vu ensuite 4 jours après. Donc à savoir que les sentiers sont découpés en tronçons
et chaque tronçon porte son numéro qui lui est propre. Alors c'est-à-dire que j'étais sur le 459, ensuite j'ai pris le tronçon 20B, ensuite le 284, voilà, et ça marche comme ça, mais rien ne vous dit que vous êtes toujours sur l'Altavia 1. C'est, je pense pour moi, alors j'explique comme ça, c'est que l'Altavia c'est une espèce de grand couloir de randonnée et dedans vous pouvez choisir en fait votre itinéraire, donc ce qui est plutôt bien aussi. Mais du coup ça vous donne alors évidemment beaucoup de latitude concernant le tracé. L'inconvénient c'est que vous ne savez jamais où vous êtes réellement. Donc c'est pas comme en France où quand vous êtes sur le GR20 vous suivez le GR1, quand vous êtes sur le GR34 vous suivez bien le GR34. Il n'y a pas de grande ligne comme ça directrice, c'est à vous de vous composer un peu votre itinéraire. Donc c'est à savoir, méfiez-vous quand même. Alors il y a des panneaux un peu de toutes sortes aussi qui existent, de différents matériaux, certains qui sont tombés, d'autres qui tiennent entre deux pierres. Voilà, c'est différent de ce que je connaissais jusqu'à maintenant, mais pourquoi pas. Deuxièmement, évidemment, tout ce qui concerne le matériel, très très important. Vous savez sur ma chaîne que mon matériel, je l'ai choisi, testé, réfléchi. Là, j'ai pu le tester vraiment dans des conditions plus dures que d'habitude. Votre tente, vous allez très très vite vous rendre compte si elle est étanche ou pas. Vos chaussures, s'il y a du grip ou pas, vous allez le voir très très vite aussi. La différence, les différents chemins, les différents sols que vous allez rencontrer vont faire en sorte que vous allez vraiment tester vos chaussures. Là, pour le coup, il n'y aura pas de coup d'essai. C'est quelque chose d'assez incroyable. Votre coupe-vent, vous allez vraiment vous rendre compte s'il coupe vraiment du vent ou pas. En tout cas, par rapport aux conditions que j'ai rencontrées cette année, c'est vraiment quelque chose d'important à prendre en compte. N'y allez pas à la légère, vous allez très vite le regretter. D'ailleurs, je n'ai vu aucun randonneur partir sous-équipé. Vraiment, tout le monde, je trouve, faisait attention. Donc c'est plutôt bien. Après, je pense que les gens qui randonnent là-bas, voilà, c'est déjà des randonneurs qui ont un petit peu d'expérience. Je pense pas qu'on se lance là-dedans un peu à l'aveugle comme ça. C'est important de bien mesurer un peu ce qu'on va faire comme itinéraire et les difficultés que ça peut représenter, tant au niveau climat qu'au niveau topo, où la nature des sols aussi est vraiment important. Donc tout ça réuni, ça fait un voyage assez intéressant à vivre. À savoir aussi, les refuges sont nombreux. Ils sont grands, car bien approvisionnés par des chemins, des routes. Voilà, c'est très sympa. C'est pas l'autoroute, il y a du monde évidemment, mais c'est pas non plus l'autoroute. On est plutôt très bien accueillis. D'ailleurs, à chaque fois, c'est vraiment très sympa. Les prix sont vraiment, enfin c'est peu cher en fait. Je trouve que vraiment en pleine montagne, d'avoir un cappuccino à 1,90 € fait maison complet, c'est vraiment sympa. On trouve étonnamment pas ça en France, je ne connais pas la raison. Je ne lance pas de polémique, mais effectivement j'ai trouvé que les refuges italiens étaient plutôt bon marché. Bon, comme le reste de l'Italie au niveau nourriture je trouve, mais ça n'engage que moi. Attention aux horaires de fermeture des cuisines. Certains refuges ferment la cuisine à 14h30. Alors il y en a non, mais certains voilà, que j'ai pu rencontrer effectivement s'arrêtent à 12h30, du moins le midi, ils reprennent évidemment le soir, mais en tout cas si vous arrivez à 16h, n'espérez pas y manger, en tout cas pas un plat chaud, un plat de pâtes, c'est pas possible. Donc ça, savoir, méfiez-vous, renseignez-vous peut-être en fonction de là où vous allez passer. En tout cas l'accueil est vraiment très chaleureux, j'ai toujours pu m'y abriter quand il faisait mauvais dehors, on m'a jamais viré, en tout cas c'est très sympa. Un autre point que je ne savais pas car je ne l'ai lu nulle part, c'est pour les bivouacs. Les bivouacs sont assez difficiles je trouve sur l'Altavia 1 comparativement à ce que j'ai pu vivre jusqu'à maintenant. Alors j'ai pas encore tout vécu évidemment. Sachez en tout cas que je n'ai vu aucun refuge avec une zone de bivouac contiguë. Ça j'ai pas vu. Alors je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas le tracé que j'ai fait cette année ne m'a pas permis de rencontrer ce genre de refuge. Certains refuges annoncent clairement la couleur, le bivouac est interdit autour du refuge. Alors j'imagine que c'est pour remplir le refuge, mais je n'en suis pas sûr. Alors qu'en France, effectivement, très souvent, il y a une zone bivouac à côté, monnayant quelques euros, on peut s'y installer très simplement et même profiter des douches chaudes du refuge. Là, c'est pas possible. En tout cas, moi, j'ai pas rencontré de refuge qui permettait ça.
Sinon, la deuxième raison, c'est le topo. Le dénivelé, les dénivelés que j'ai rencontrés n'incitent pas à poser sa tente, à moins d'être je sais pas, de dormir à 45 degrés de pente. C'est assez compliqué. Le topo, c'est soit vous êtes dans des zones boisées avec de toute façon un dénivelé, des racines de partout, c'est impossible de poser une tente, ou vous êtes dans des pierriers pas possible. Méfiez-vous quand même. Étudiez peut-être le topo avant de partir. Moi, c'est un truc que j'ai pas trop fait. Je me suis dit que ça allait le faire et que j'allais pouvoir bivouaquer un peu où je voulais. Pas du tout. Et notamment un soir où je me suis lancé sur un sentier. Et en fait, le sentier faisait 10 cm de large avec des ronces. Enfin, c'était la broussaille de partout. C'était vraiment compliqué. J'ai dû marcher 2 heures ou 2 heures et demie pour trouver un endroit. Quand je dis un endroit, c'est un espace de la taille de la tente qui m'a permis de poser la tente. Voilà, c'était au centimètre près, c'était vraiment n'importe quoi. Donc méfiez-vous quand même. Il y a aussi des zones complètes où le bivouac est interdit, notamment la zone de Cortina d'Ampezzo. Il y a pas mal de panneaux qui indiquent que sur toute cette zone-là, le bivouac n'est pas autorisé. Et j'ai pas dit camping, j'ai bien dit bivouac. Il y a aussi les zones naturelles. Bon, là, ça se comprend aisément. Cortina, je ne sais pas trop pourquoi, c'est peut-être pour éviter le camping sauvage à droite et à gauche, c'est vraiment des sites incroyables. Et surtout ultra fréquentés, dès qu'il y a une route, un parking, voilà, on a vite envie de sortir de cet endroit qui est peu propice à la contemplation, je vais dire ça comme ça. Et pour finir, à titre d'exemple, j'y suis allé du 1er au 8 août, donc 2023. Et sur ces 7-8 jours, j'ai eu beau temps, de la pluie, de la grêle, de la neige et du vent assez violent. Voilà, tout ça sur 7 jours, bon, ça fatigue aussi du coup, mais voilà, ça permet de comprendre que la montagne c'est pas rien, si jamais on avait encore un doute, et ça permet aussi vraiment de tester son matériel. Vraiment, ne partez pas les mains dans les poches avec une paire de baskets, vous allez le regretter rapidement et amèrement. C'est un domaine qui est très beau, mais qui demande beaucoup et qui est assez exigeant, je trouve. Je ne regrette absolument pas, c'est sans doute le plus beau trek qui m'ait été donné de faire. Et peut-être j'y retournerai, en tout cas faire un autre tracé, parce que vraiment vous pouvez vous faire un tracé à votre main complet. Vous pouvez vraiment tout faire, changer de tronçon quand vous le souhaitez. Enfin, vous pouvez vraiment, c'est une multitude de sentiers qui composent les Dolomites, et c'est vraiment très beau. Il y a quelques sites, notamment le lac de Bray, qui est chouette. Je ne sais pas pourquoi il y a tant d'effervescence autour de ce lac. Il est chouette, évidemment, il est très beau, il n'y a pas de souci. Alors j'ai bien compris qu'il y avait un parking, donc c'est peut-être ça l'effervescence de ce lac-là. Il y a plein d'autres lacs qui sont tout aussi beaux, je ne vais pas dire plus jolis, mais en tout cas tout aussi beaux, qui sont vides. Voilà, clairement, évidemment, il faut marcher pour y arriver, donc ça intéresse peut-être moins de gens, mais c'est étonnant. Il y a quelques sites comme ça, les Trois Cimes aussi, c'est quelque chose de très connu dans les Dolomites, tout le monde y va, il y a des camping-cars, des bus, c'est Disneyland, et c'est très joli bien évidemment, mais il y a vraiment tellement de belles choses. C'est toujours très étonnant ces concentrations de personnes à certains endroits, qui valent la peine d'être vus, mais qui ne sont pas non plus la 8e merveille du monde. En tout cas, des 8e merveilles du monde, il y en a plein les Dolomites, et vous pouvez y aller les yeux fermés. Alors ouvrez-les au moment de marcher, parce que vraiment, comme vous avez pu le voir dans mes 2 précédentes vidéos, il y a vraiment de quoi faire en termes de difficulté, et pour ma part en tout cas, à ce moment-là de climat changeant, même dans une même journée, dans la même journée j'ai eu du vent, de la grêle et du beau temps, et même le soir des fois de la pluie, notamment une nuit où il a plu 14 ou 15 heures. Voilà, couché 19h, levé 10h le lendemain matin. J'ai bien reposé, donc c'était sympa. J'espère que cette vidéo vous aura été utile à préparer votre trek dans les Dolomites si vous comptez y aller. N'hésitez pas à vous abonner bien entendu, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.